Salut les amis, salut, on passera cam, voilà nickel. Salut tout le monde. Déjà on va commencer par vous souhaiter une excellente année, donc premier jour de 2015, j'espère que je réussirai à poster la vidéo aujourd'hui pour ce premier jour de l'année. J'espère que le réveillon a vraiment été sympa pour vous. De mon côté ça s'est passé en famille, c'était vraiment cool. C'est le genre de réveillon que je trouve vraiment génial. J'espère que pour vous que c'était aussi cool que ça. J'espère que vous avez fait de chouettes vœux, de bonnes résolutions pour 2015. Les bonnes résolutions qui ne sont pas faciles à tenir, mais bon, on va faire pour un mieux, hein, comme d'hab. Voilà. Enfin, quoi qu'il arrive, j'espère que tout s'est bien passé, que cette année 2015 va vous sourire, que vos projets vont se réaliser. J'espère que tout va se passer au mieux pour vous. Donc, on va aller directement aujourd'hui sur un deck qui est plutôt original. Voilà. C'est un deck paladin. Alors, plutôt original en quoi? Parce il fait revenir des cartes qu'on n'avait plus vues depuis un certain temps. Quand je dis qu'on n'a plus vu certaines cartes, je pense par exemple à Isera qu'on n'a plus vu depuis un bail. C'est une carte qui est intéressante, mais qui dans un méta actuel, et c'est pour ça qu'on ne l'a plus vue depuis un bail, c'est une carte qui est fort lente, c'est le problème, elle coûte 9. C'est une carte qui est super puissante, hein, ça y a rien à dire. Elle a des stats explosives, 4-12, et elle invoque à chaque fois une carte qui vient du monde du rêve. C'est une carte qui est super puissante, malheureusement je trouve qu'elle coûte un peu cher. Parce qu'à partir du moment où on la joue, on ne sait rien jouer d'autre pendant le reste du tour. Et la deuxième légendaire qu'on n'a plus vue depuis un certain temps dans la plupart des decks, c'est notre ami le Black Knight, qui est très puissant aussi. Et à mon avis, je pense que c'est une carte qu'il faut faire revenir dans ces decks, même si avec GVG il y a peu de taunt, il y a quoi qu'il arrive toujours le Crash Vase qui est joué dans la plupart des decks midrange et contrôle, donc ça reste une carte intéressante. Ici, le combo qu'on sait qu'à égalité, je vais pas le garder, c'est un peu greedy face à un pal. Oreb, il est un peu late, par contre la championne c'est une carte que j'aime bien, surtout face à un paladin qui à mon avis va pas avoir un early game formidable, donc je peux me permettre de garder la championne. On a un très bon tour 2, le meilleur drop 2 je trouve du paladin, peut-être un des tout meilleurs drop 2 qu'on a eu ici avec GVG, ce mini robot blindé, il est vraiment énorme. Alors par contre dans ce deck, une faiblesse sans doute, c'est l'absence de l'intendant. Je sais plus si dans le deck de base, j'ai donné ou pas l'honneur à la personne qui m'a envoyé le deck de dire son nom. C'est Tom ou 85300 qui m'a envoyé le deck. Merci à toi Tom pour l'envoi de ce deck-ci. Donc je disais la seule faiblesse moi que j'identifierais, c'est le fait qu'on n'ait pas d'intendant pour booster les tokens. Donc ici on va jouer le mini robot blindé. Ici, au niveau du piège, il y a beaucoup de chances pour que ce soit un vengé, soit un noble sacrifice. Mais ça m'étonnerait que ce soit un noble sacrifice. Si c'est un noble sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? Son jongleur de couteau va s'activer juste avant que le noble sacrifice n'arrive. Donc d'abord il va envoyer un couteau et puis seulement après ma carte va attaquer le noble sacrifice. Donc si j'ai envie de sauver potentiellement mon mini robot blindé, si je veux réduire les probabilités que le couteau tombe sur son bouclier divin, je vais d'abord invoquer mon renfort et seulement après je vais aller chercher le jongleur de couteau. C'est bien noble sacrifice, c'est ça. Alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ok, le couteau tombe sur moi, c'est parfait. C'est la meilleure des options, mais voilà, il fallait quand même mieux prévenir parce que j'ai pas envie de perdre mon mini robot blindé sur un bête. Ah, c'est gênant ça. J'ai pas envie de le perdre sur un bête noble sacrifice. Bon, ici j'ai de la chance, le couteau est tombé sur mon bonhomme, donc il perd un petit peu de value hors de son jongleur. Ça c'est pas mal du tout. Malheureusement j'ai pas de tour 3 en main, donc je suis obligé d'y aller. Ici qu'est-ce que je peux faire? Soit je mets un pop-up, soit je tape son jongleur. Ça ne me ferait pas gagner grand chose, je vais simplement aller pour sa tête. Que j'attaque l'un ou l'autre, ça change pas grand chose malheureusement. Ici, je vais devoir quoi qu'il arrive aller chercher son jongleur de couteau avec ma championne au prochain tour. Parce que si j'envoie un token dans le jongleur de couteau, il va venir chercher le token soit avec un de ses couteaux, soit avec cette carte-ci. Ok, ça tombe pas trop mal. À mon avis, il va se sentir obligé de venir les chercher. Ok, ça c'est bizarre par contre comme play. Ouais, là je trouve qu'il commet une erreur, notre ami ici en face. Donc le play pour nous est super simple, c'est jouer à championne pour venir chercher le jongleur et on achève ça de 1. Ici,
J'aurais également pu venir trade la recrue, mais ça aurait pas été énorme de venir trade la recrue. Pourquoi? Parce qu'on était au tour 5 et donc au tour 5 tout ce qu'on aurait pu mettre c'est un seul intendant, et un seul intendant pour booster un seul token ça rime pas grand chose. Alors ici le play à mon avis ça va être de mettre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre le crash vase ou alors je peux faire golem plus token. Le golem plus token me tente pas mal parce que ça me donnait davantage de value à mon arme. Et mon crash vase il va pouvoir se faire péter un petit peu trop facilement si je l'envoie ici face au Reb. Sachant que le paladin n'est pas un deck qui est super rapide, je vais prendre le temps ici de jouer un petit peu slow move, simplement invoquer un token et mon golem. En espérant que ce soit un pari gagnant, c'est pas dit, mais on va voir. Donc sinon quand on regarde un petit peu le reste des cartes qu'on a dans le deck, on a le retour également du pyromancien sauvage, qui est une super bonne carte puisqu'elle se combatte avec l'égalité. Elle se combatte aussi pas mal avec la consécration pour faire une consécration à 3 points de dégâts. Elle permet de faire sauter des boucliers divins, etc. C'est une carte qui est assez polyvalente. Et quoi qu'il arrive, ça reste un bon tour 2 en plus. Donc vraiment un chouette tour 2, je trouve, le pyro. Pour toutes les classes qui jouent avec des sorts, évidemment. Sinon, le reste des cartes, c'est des cartes qui sont assez habituelles, je pense. Il y a le Trog. Si, il y a quand même le Trog, lui, qu'on ne voit pas dans les decks habituellement. Ici, le Trog Mage Rock Mastoc. Ça, je pense que c'est une plus-value intéressante que de la part de notre ami Tom d'avoir utilisé les Trogs. On va voir s'ils sont utiles ou pas. J'en ai sincèrement, comme ça, a priori, j'en ai aucune idée parce que je les avais jamais joués avant. Alors ici, le play, à mon avis, ça va être d'attaquer son Reb pour lui infliger 4 points de dégâts. Il va rester 1 point de dégâts infligé. Je vais le faire avec mon pyromancien, plus un soin sur ma tête. J'effectue d'abord le soin avant d'invoquer un token évidemment, comme ça évite que mon token se fasse tuer par l'effet de mon pyromancien, et voilà. Ici on a restabilisé le board, on se retrouve avec 2 créatures dont un token, ce qui peut potentiellement faire peur au paladin d'en face, puisque souvent dans les decks pâles l'intendant est joué. Mais ici il ne peut pas savoir que nous on ne le joue pas, donc il va peut-être vouloir faire sauter le token avec une consécration, ce qui pour nous serait intéressant, qui gaspille une consécration simplement sur un token et le pyromancien. Mais si j'avais joué des intendants, par contre, ça aurait pas été un si mauvais plan que ça, je trouve, de jouer la consécration. Mais ici, il ne peut pas savoir qu'on ne les joue pas. Et sinon, pour votre info personnelle, les amis, si vous souhaitez m'envoyer un deck avec des intendants pour le paladin, je ne saurais pas encore le jouer pour le moment, parce que j'ai pas encore cette carte-là, et j'ai plus du tout assez de poussière pour m'en craft. Parce que j'ai été un petit peu greedy, je me suis amusé à craft des légendaires qui sont un peu ripoux, comme ah bah voilà consécration, super. Il a réfléchi, il s'est dit il faut la jouer maintenant, c'est parfait. Donc je disais, je me suis crafté des légendaires un peu ripoux comme comment est-ce qu'elle s'appelle encore, le Vautron. Je sais plus si c'est Vautron qui s'appelle à la base, c'est la 4-5 mecha qui, lorsqu'on invoque au moins 2 mechas en plus d'elle, se transforme en une carte 4. C'est quoi ces stats encore? C'est 4-8 je pense, avec Mega Wind Fury, donc ils peuvent attaquer 4 fois d'affilée. Enfin, je me suis fait plaisir avec cette carte là, mais c'est vraiment se faire plaisir, c'est pas vraiment utile. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ça? Tour 8, il peut faire le combo, utiliser son arme qui invoque les tokens, plus un tendant. Ce qui serait quand même super gênant, bien entendu. Ce qui fait qu'en attaque directe, il aurait 3 points ici de sa recrue, plus 1 point via son arme. Ça lui ferait 4 points. Donc il ne peut pas venir chercher un gardien des rois, il ne peut pas venir chercher un crash vase. Donc on va plutôt utiliser le crash vase. Voilà, on va simplement jouer le crash vase avec un token. J'aurais peut-être pu utiliser les cuillères à la place d'un token. Les deux à mon avis sont intéressants. Je vais répondre à notre ami Super Choco. Hop. Alors. Pas de soucis, Super Choco. Ça c'est un peu du gaspillage je trouve d'utiliser un garde-paix de l'Aldor ici sur ma main 5. Ah, la faveur divine, ça c'est intéressant. Je m'attendais pas à ce que dans un deck comme celui-ci, il m'envoyait pas vraiment de signaux pour me dire qu'il avait un deck aggro, même s'il utilisait le jongleur de couteau. Là on sait que c'est un style plutôt aggro ça d'utiliser j'oublie à chaque fois le nom de cette carte, la faveur divine. Puisqu'elle nécessite d'avoir une main de son côté qui est plutôt vide et espérer que le gars en face ait une main plutôt remplie pour piocher un maximum de cartes.
Bon, ici le play, ça va sans doute d'utiliser la championne pour venir chercher la 3-3. Et ensuite, on va tuer son token avec notre 1-5. Il nous restera 4 points. Je pense que je vais également utiliser ma 1-1 pour venir faire sauter le bouclier divin ici. Alors, soit je joue un mini-robot plus un renfort, soit je joue mon trog, et je pense que c'est le bon moment pour venir jouer un trog. On va voir ce que ça donne. Ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de moment où il essaye d'utiliser un sort. Ce qui m'arrangerait bien, puisqu'à chaque fois qu'on utilise un sort, en fait, notre ami le trog Mashrock Mastock, il va gagner 2 points d'attaque. Donc ce serait pas dégueu du tout qu'il utilise des sorts à ce moment-ci. Puisqu'il a une main bien remplie, il y a beaucoup de chances qu'il ait des sorts en main. Je suppose qu'à ce niveau aussi, il connaît quand même cette quartier, donc il va éviter d'en jouer inutilement. Donc là, il vient chercher notre ami le Crash Vase et il va tuer le repop avec sa 2-2. 2-2 qui a un point de vie, mais on n'a pas de carte, on n'a pas de pyromancie en main pour aller chercher ce petit point de vie là. Un jongleur de couteau, ok. Sous ma surveillance. Ok. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ça? Soit on vient chercher notre ami Tyrion. Mais si je joue Tyrion, j'ai pas vraiment de quoi le protéger, même si je peux pas mal clean son board. Je peux aussi me remonter, jouer un mini robot blindé de mon côté, ce qui est pas mauvais, je pense. Je pense que j'ai envie de l'obliger à gaspiller des removals sur mon gardien des rois, ou alors des cartes pour l'affaiblir sur mon gardien des rois plutôt que sur mon Tyrion. Le gardien va me permettre de survivre au tour prochain, donc on va utiliser le gardien. Et on va compléter le board avec 2 écuyères plutôt qu'avec un mini robot blindé pour réduire les probabilités que son jongleur de couteau ne touche des cartes qui lui l'intéresseraient. Comme ça on rajoute le nombre de 6 potentiels. Maintenant, est-ce qu'on va chercher les 2 petites cartes ou alors est-ce qu'on va chercher le jongleur de couteau? C'est ça la question à 100 000 €. Je pense qu'on va aller chercher 2 petites cartes qu'on va laisser très gentiment le bouclier divin sur le jongleur de couteau. C'est peut-être une erreur que je commets. Je pense que c'est un bon play parce que j'ai aucune carte qui a une disponibilité pour une consécration ici. Aucune de ces cartes n'est éligible pour la consec, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, il peut venir chercher, grâce à son jongleur, plus son arme, la 5-6. Ce qui peut lui paraître un bon trade pour lui, et dans l'absolu c'est un bon trade bien entendu. Mais derrière j'ai mon Tyrion, et il aura plus d'armes pour s'occuper de Tyrion. Ce qui m'arrangera bien. En plus ça me permet moi de bien me vider de ma main pour éviter qu'il ait une deuxième colère divine. Faveur divine, pardon, pas colère divine. Donc il vient chercher ma trap 3, ok, donc il veut pas venir chercher, ou alors c'est pas comme ça qu'il va venir le chercher. Bon, gardien des rois, ça c'est intéressant comme ça. Une égalité, d'accord. Alors il vient chercher mon gardien maintenant. Il y a Kel'Thuzad, il va réinvoquer les créatures qu'il a perdues pendant le tour. Je pense pas qu'il ait perdu de créatures, donc ça n'a pas servi à grand chose ce qu'il vient nous faire. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ça? Le problème c'est que Kel'Thuzad, faut absolument ou les minions qui sont à côté, il faut absolument venir les chercher en un seul tour, sinon ils ne servent à rien. Et moi si je mets mon Tyrion maintenant, il peut se contenter d'envoyer un jongleur de couteau pour faire sauter le bouclier et d'ensuite envoyer Kel'Thuzad dedans. Comme ça je perds directement Tyrion. Mais malheureusement je pense que c'est ce que je dois faire parce que j'ai pas de quoi venir chercher notre ami Kel'Thuzad. Donc même si je perds Tyrion, je vais récupérer son arme, ce qui est très bon. Donc je vais jouer Tyrion. Je vais jouer un mini robot blindé. Et ça ne sert à rien du tout de venir chercher le jongleur de couteau maintenant. On va donc se contenter d'attaquer sa tête. Parce que si j'avais attaqué le jongleur de couteau maintenant, Kel'Thuzad l'aurait fait repop directement, puisque c'est à la fin de chaque tour qui fait repop des cartes. Ok, ça évidemment c'est super gênant, le couteau tombe super bien pour lui. Une consécration en plus, je sais pas si c'est indispensable ici, mais pourquoi pas. Alors, d'abord il doit évidemment invoquer un renfort pour faire fonctionner son jongleur, qui tue de main 1, mais c'est fort probable. Et maintenant il fait revenir sa carte. Okay. Alors le play ici il n'est pas trop compliqué, c'est de venir chercher la 5-7 pour la laisser à 2 points de vie, mettre la 3-3 2 points de vie et utiliser une jolie consécration pour qu'il ait l'intégralité de son board. Et on met un Horeb derrière.
qui va nous permettre de reprendre bien de tempo ici dans la partie. Alors il a gaspillé à mon avis sa grosse carte du jeu. À mon avis le reste de sa main et le reste de son deck ça doit être plutôt du rapide. Peut-être un Tyrion parce qu'il y a certains decks qui jouent avec Tyrion quand même. Certains decks Palagro qui jouent avec Tyrion. Mais c'est rare qu'il multiplie les légendaires. Bon, ici le play n'est pas très compliqué. Il faut absolument que je vienne chercher la 2-2. Parce qu'elle fait à elle toute seule elle fait 4 points de dégâts. C'est 2 points de dégâts elle plus les 2 points de dégâts qu'elle ajoute aux cibles adjacentes. Donc je viens chercher sa carte. Je remplis le board. Et à mon avis avec ces deux cartes, il va venir chercher ma 5-3, ce qui sera un très bon play de sa part. Je vois pas comment est-ce que je peux rentabiliser correctement ma porte-centre pour le moment sur une de ces cartes-là. Je pourrais l'utiliser sur la 1-1, mais ce serait vraiment de gaspillage, je trouve. Donc je vais me contenter ici d'attendre. Et on va voir ce qui va venir en face. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en termes de soins? On n'a qu'une seule lumière sacrée dans le deck et on a par contre 2 gardiens des rois. On a déjà utilisé un, on a déjà utilisé également une lumière sacrée. Donc ça risque peut-être d'être un peu tendu. Ok, là je peux peut-être m'en vouloir, tout court de ne pas être allé chercher le token. Parce que je lui offre un point de dégâts supplémentaire grâce au loup. Là du coup le play pour lui c'est soit aller à l'aggro, et je pense que ce serait pas une mauvaise chose pour lui d'aller à l'aggro maintenant parce qu'il a 5 points de dégâts, il a 4 créatures. Non, il décide de contrôler le board. D'accord. Et voilà, ça évidemment j'ai une chance de ouf sur ce coup là. Je top deck la consécration qui vient de nulle part. J'avais très peu de chances de l'avoir puisque j'avais une chance sur 15. Mais là je peux pas me permettre d'attendre un tour de plus, c'est maintenant qu'elle doit être jouée cette consec. Alors si je frappe maintenant, est-ce que j'ai le kill au prochain tour? 5, il restera à 11 et j'aurai 5, 9, 10, 11. Ouais, donc je vais taper maintenant. Comme ça, grâce à ce que j'ai sur le board pour le moment, j'ai le kill au prochain tour. 5, 9, 10 et 11. Alors il a un secret. Ouais, ça Sam c'est clairement un joli top deck. C'est un top deck de ouf. Bon, je vais quand même aller voir pour voir si ce serait pas un vengé. C'est pas un vengé. Donc j'aurai pas le kill à ce tour-ci. Il va encore me faire patienter un tour de plus. Puisque c'est sûr que j'aurai le kill au prochain tour, je prends aucun risque, je viens tuer ça 1-1. Et voilà. Et les nouveaux en range d'une mort au prochain tour. Ici il n'y a aucune carte dans un deck paladin qui peut me tuer à part un Ragnaros qui tombe super bien. Voilà, c'est terminé. Bien joué mec. Bien joué. Bien joué les flânes. Voilà, on a un peu eu peur parce qu'il a eu une sortie correcte de son côté, notre ami Pal. La nôtre était pas génialissime. Donc pour une première partie, franchement pas mal. Par contre on est déjà à 18 minutes parce que les parties sont évidemment plus longues quand on joue avec un deck contrôle comme celui-ci. Donc on va directement aller regarder la playlist pour voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement l'améliorer. Alors, notre playlist, qu'est-ce qu'on a? Donc les 2 écuyères d'argent, pour moi des très bons tours 1, qui dans l'absolu sont encore plus intéressants avec l'égalité, puisqu'elles peuvent venir chercher des cartes après l'égalité. Elles sont intéressantes également en début de partie face à des decks aggro, parce qu'elles permettent en plus des tokens d'infliger les 2 points de dégâts nécessaires pour tuer par exemple des tours 2. Donc les écuyères d'argent, pas mal. Elles sont encore mieux, elles seraient vraiment parfaites si on avait de quoi les améliorer. Si on avait de quoi les améliorer par exemple avec une malédiction des rois, ou alors avec des cartes comme le sergent grossier, ou alors avec un loup. Mais ici, bon, c'est pas trop l'idée du deck, donc on va quand même au moins en garder une. Peut-être en faire sauter une, on va bien voir. Un très bon remplacement, je trouve, pour l'écuyère en argent, ce serait les zombies. Les zombies qui coûtent uniquement 1, les crocs zombies. Je pense que ce sera un très bon remplacement pour les cuillères d'argent. Si vous avez vraiment du mal face à des decks aggro, je pense que ce sera un très bon remplacement. Alors l'égalité, 2 égalités ici, je pense que c'est indispensable. C'est une carte qui est vraiment énorme. La lumière sacrée, en avoir une, je pense que c'est amplement suffisant pour revenir dans une partie. Ici, elle nous a bien sauvé la carte. Le mini robot blindé, ça c'est, je l'ai dit, c'est un des meilleurs tours 2, pour moi on doit absolument le garder. 2 pyromanciens sauvages, très intéressant, je garderai bien les 2. No Susai Sam. Alors, le garde-paix de l'Aldor, très très puissant évidemment. On a un tour 3, 3-3, donc déjà ses stats sont très bonnes. Et en plus,
met l'attaque d'un serviteur adverse à 1, ce qui permet de contrer pas mal de cartes de late game dans la plupart des decks, et même dans des decks aggro ça peut être intéressant. Golem des moissons, en avoir un seul c'est pas mal, ça remplit la curve à 3 comme ça on a 3 tours 3, ce qui est quand même léger, hein. Le early game n'est pas super costaud, mais c'est pas mal. Alors la championne, très très bonne carte, consécration excellente, déchiqueteur piloté, c'est un très bon tour 4, j'aime vraiment bien. Le maître bouclier de Senjin, c'est un bon tour 4, surtout pour évidemment pour son côté défensif, mais il a quand même des bonnes stats pour un taunt, 3-5. Par contre, je trouve qu'on a un peu trop de cartes de tour 4 ici au total. Du coup, je pense que les trogs, il faudrait au moins en faire sauter un pour privilégier un tour 3 supplémentaire. Et dans les tours 3, qu'est-ce qu'on a? Soit on a de la pioche parce que le deck manque quand même de pioche. Vous savez que, ou vous ne le savez pas, mais vous découvrez que moi, je trouve qu'une des fonctionnalités d'un deck pour qu'il puisse être viable, c'est qu'il y ait suffisamment de pioche dedans. On va être un peu greedy quand même. Est-ce qu'on met plutôt un chasseur du gros gibier ou plutôt un chat araignée? Je mettrai un chasseur du gros gibier pour pouvoir contrer des decks vraiment late. Ah, Black Card a trouvé la chaîne, ça c'est cool. Alors on peut laisser un deuxième Trog, même si je trouve que sincèrement un Yeti serait meilleur qu'un Trog, parce que c'est rare quand on pose un Trog que notre adversaire joue un sort en face, à moins que le sort ne tue le Trog en question. Donc ce sont des cartes dont la mécanique est intéressante je trouve, mais qui pour le moment dans la méta actuelle n'ont pas encore une place vraiment efficace. Crashvas, ça par contre c'est un très bon tour 5, très bon taunt, aurait très bon tour 5 aussi. Chevalier Noir, j'ai dit dans l'intro, c'est une légendaire que je trouve intéressante, que selon moi il faudrait garder, à moins qu'on voit vraiment que les match-ups principaux sont des match-ups aggro qui jouent aucun taunt. Là évidemment on ferait sauter le Chevalier Noir au profit d'une carte plutôt dans le tier 3. Le Gardien des Rois, en avoir deux, c'est peut-être un petit peu greedy d'avoir deux Gardiens des Rois. C'est bien pour le soin parce qu'on a une très grosse carte sur table et on a un soin en plus, donc les stats sont vraiment top. Par contre, en avoir deux, ça nous met quand même 4 tours 7 et plus. Si vous avez du problème face à l'aggro, moi je ferais sauter un des deux Gardiens des Rois au profit d'un tour 3. Tyrion, ça par contre, c'est une carte excellente, une de mes légendaires préférées. Et Ysera, j'ai dit voilà, on va la laisser pour la dernière partie parce que c'est une carte sympa et j'ai envie de l'avoir utilisée, j'ai envie qu'elle soit utile. Mais de nouveau, je pense pas que ce soit une carte hyper opti dans la méta actuelle qui est quand même relativement rapide. Donc moi je préférerais mettre une carte du type un Ragnaros par exemple à la place de Ysera, ou alors une carte un petit peu plus rapide comme Sylvanas par exemple. Évidemment elles font pas le même job Sylvanas et Ysera, mais il y a vraiment un part dans des match-up contrôle face à un prêtre ou face à un guerrier, hormis dans ces match-up là, Ysera va pas vous être utile, c'est ça le souci. Donc il faut voir, évidemment si on se retrouve dans une méta qui nouveau est surpeuplée par des guerriers contrôle et par des prêtres, ça peut être envisageable de conserver Ysera, pardon. Donc ici on joue face à un démo. Face à un démo, je préfère toujours penser que je joue face à un démo aggro, parce que si j'ai une mauvaise main face à un handlock, je peux quand même m'en sortir. Par contre, si j'ai une mauvaise main de départ face à un zoo, c'est mort tout de suite. Donc la consécration, ça je vais la garder. J'aime bien garder face à un zoo. Et je garde évidemment mon tour 1. Ici, on va voir que voilà, on chope Ysera. Donc si on tombe face à un zoo, on va voir que malheureusement Ysera nous servira naturellement à rien du tout. Donc ici, on va voir si les cuirs d'argent est plus intéressant qu'un croc zombie. Moi je pense que le croc zombie pour le moment dans la méta est plus intéressant que les cuirs d'argent. On a plutôt un handlock en face, ok. Donc ça va permettre de peut-être d'avoir une meilleure utilité hors d'Ysera. Et par contre notre BGH lui va être super intéressant. Là par contre face à un handlock, notre 1-1 avec bouclier divin est plus intéressante que le croc zombie. Pourquoi? Parce que le croc zombie le soignerait, ce qui lui l'arrange, puisqu'il va perdre de la vie pour récupérer des cartes. Mais autre chose, c'est que les cuirs d'argent a un bouclier divin, donc toutes ces AOE vont pas lui permettre de la dégager facilement. Alors le pyromancien, ça aurait été un bon tour 2 si je jouais face à un aggro, mais je vais le garder ici en main parce que j'en aurais peut-être besoin pour combattre avec la consécration. Je pourrais peut-être également en avoir besoin pour combattre avec l'égalité pour faire reset le board. Je vais quand même répondre à Sam pour qu'il ne se dise pas que je le laisse tomber tout seul. Ah, je lui avais répondu à Sam, ok. 2 voiles de mort défilées, quand même le gars en face. 6 dogs, ok. Ça va peinard, mec, t'as 9 cartes en main, dommage, pas 10. C'est moins bien arrangé qu'il fasse un misplay ici.
Bon, les voiles de mort déjà dans les Endlocks, c'est une carte qui est plus trop jouée. Parce il y a peu de match-up où on peut se permettre de l'utiliser pour aller chercher un tour 1 qui a un seul point de vie. Ou une carte qui a un seul point de vie en général. Donc le voile de mort de moins en moins utilisé me semble-t-il. Voilà. Même s'il peut être utile plus tard que le tour 1, bien entendu, on peut par exemple endommager une carte avec un ombre flamme ou avec une flamme infernale et venir l'achever avec le voile de mort. Malgré tout, je trouve que c'est une carte qui est pas suffisamment intéressante pour en avoir deux dans le deck. Donc là, la flamme infernale a pas une value énorme, puisqu'on a notre golem qui repop, puis on a uniquement notre bouclier divin qui a sauté, mais on a toujours notre 1-1 sur place. On va continuer à remplir le board. Il a déjà utilisé une AOE, la probabilité qu'il en ait une deuxième est quand même faible. Et on met tout dans la face. Il est toujours à 19 points de vie, c'est-à-dire que le géant de lave lui coûte encore trop cher, il ne peut pas jouer maintenant. Par contre, un géant des montagnes lui coûterait uniquement 3 cristaux de mana, donc il pourrait jouer un jouet dans des montagnes, plus un taunt, genre une protectrice Sulfury. Mais j'aurais quand même 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts sur le board pour venir chercher un potentiel géant. Un robot, ouais, je pense pas que ce soit génial de jouer un robot ici, sincèrement. Lui, on va surtout le garder pour le jouer sur un des géants. Alors il faut qu'on vienne chercher le robot parce qu'on peut pas se permettre qu'il fasse un ombre flamme dessus. Et je préfère garder ici mon bouclier divin sur le mini robot plutôt que de trade le mini robot dedans. Parce que s'il joue par exemple la 4-5, donc le guetteur ancien plus une ombre flamme, c'est un combo à 6 cristaux de mana. Si j'avais toutes mes cartes ici sans aucune protection, il aurait pu plier de mon board avec ce combo là. Donc lui de nouveau le pyro, on va toujours le conserver malheureusement parce que j'ai envie de le faire combiner avec une égalité. Et les autres cartes, elles sont également utilisées en réponse. Ça c'est peut-être un petit peu le problème du deck paladin, c'est qu'il a beaucoup de cartes qui se jouent en réponse à adversaire. Et il a parfois certaines cartes qu'il ne peut pas se permettre de mettre sur le board sans se dire petit fiche. Zut, punaise, pardon, je viens de gaspiller une de mes bonnes cartes. Donc c'est peut-être une des faiblesses du deck paladin, qui doivent toujours jouer en réponse, souvent en tout cas. Donc là on a une bonne cible pour le BGH. C'est pas non plus la meilleure, faut en être bien conscient, c'est pas la meilleure mais c'est une bonne cible. Et j'ai pas d'autre façon de venir chercher ce Dr Boom. C'est vraiment une super bonne légendaire, hein, Dr Boom, ça c'est très très fort. Il pourrait remplacer Isara ici dans le deck je pense. Le play c'est d'abord de venir chercher les 1-1 pour éviter que les 1-1 viennent tuer mon BGH. Il faut que j'espère qu'en venant chercher un 1-1, l'autre 1-1 ne va pas mourir. Elle est morte, pas de chance. Ok, ça va. Donc ça m'oblige à sacrifier mon bouclier divin. Et en sacrifiant mon bouclier divin, je prends le risque que la bombe tombe dessus et le tue également. Espérons que ce soit pas le cas. Ok, c'est le cas également, on n'a vraiment pas de bol. Bon, ici on pourrait garder le BGH pour une 8-8, mais je peux vraiment pas me permettre de laisser la 7-7 sur le board. Donc c'est avec ça que ça va se jouer. Et avec un mètre bouclier de 7 gènes en plus pour avoir 7 points de dégâts. Parce qu'avec ces 7 points de dégâts là, et mon garde Pédaldor, je peux quasi venir chercher un géant gratuitement. C'est pour ça que je fais ça ainsi. Alors, toujours 9 cartes en main, il la joue vraiment extrêmement slow. Waouh, le chevalier noir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le chevalier noir dans un deck, déjà dans un deck en général, dans un deck Endlock en plus. Il a vraiment quasi un deck de tournoi pour contrer des decks contrôle ici, les gars qu'on a en face de nous. Bon, le problème c'est qu'il manque un point de dégâts. Un point de dégâts que je peux venir chercher avec un... Non, j'ai pas de sort à part la consécration, donc uniquement avec une consécration plus BGH, mais ça m'intéresse pas trop. Je préférais quand même avoir une égalité consécration par exemple pour tuer plusieurs géants simultanément. Je pourrais affaiblir la 4-5, ce qui est pas génial non plus. Je pourrais utiliser un gardien des rois pour avoir une carte un petit peu robuste qui permettrait de venir chercher à 4-5. Et je crains que ce soit ce que je dois faire ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Même si je ne récupère pas suffisamment de points de vie pour le rentabiliser à 100%, ça va peut-être l'obliger à trade ici avec la 4-5, utiliser une flamme infernale derrière pour achever mon board, donc il n'aurait plus de flamme infernale. Autre possibilité, c'est qu'il utilisera un siphon mortel sur le gardien des rois, ce qui m'arrangerait bien parce qu'il gaspillerait un siphon mortel, il n'y en resterait donc plus qu'un, et donc plus qu'une cible parmi Isara et notre ami Tyrion, en espérant que Tyrion vienne assez rapidement évidemment. Ok, on dirait que c'est plutôt le combat avec la flamme infernale qui va jouer.
Flamme infernale, ok. Donc il y a peu de chances qu'il joue une grosse carte. Il pioche, il est de nouveau à 9 x 10, toujours à 9 zut. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, par contre, du coup, avec tout ça, il n'a pas joué de siphon mortel. Donc, à mon avis, s'il joue Isera, elle va se faire siphonner à tous les coups. Je peux jouer un deck, je peux jouer pardon, plusieurs cartes rapides, genre mini-robot, écuyère, pyromancien, plus un renfort. Ou alors, je peux jouer simplement l'Isera. S'il joue simplement Isera, il est tour 9, il joue un siphon mortel, il lui reste 3 cristaux de mana. Il fait pas grand chose avec ça, à part se soigner par exemple avec un ancien du cercle terrestre. C'est ce que je vais faire. Je vais pas attendre qu'il ait un board super complet pour que moi je perde trop en tempo. Je vais jouer tant qu'il a rien sur le board. Comme ça il va quasi consacrer l'intégralité de son tour, s'il le peut, à gérer ma carte. Alors qu'est-ce qu'on chope? On chope la sœur rieuse, qui est sans doute pas le plus mauvais des drops. Mais bon, moi mon préféré c'est évidemment c'est le Drake. On va lui siphonner l'âme. Est-ce qu'il a... Non, il pioche. Par contre là mon ami, t'as 10 cartes, t'as intérêt à en jouer une. Sinon tu perds une carte au prochain tour. Ce qui sera un peu stupide. Ok, donc il va se défausser d'une carte, ça c'est pas dégueu. Donc on va pouvoir un petit peu alimenter le board. Voilà. Ici j'aurais pu la jouer vraiment greedy, aller donner un coup de championne à la place d'utiliser d'invoquer un token. Pour le faire baisser à 12 points de vie. Il perd un nombre flamme, génial, parfait ça. Donc au maximum il lui en reste un nombre flamme. Il a perdu également une flamme infernale. Donc je disais, j'aurais pu taper, le mettre à 12 points de vie et avoir potentiellement de l'étal au prochain tour. Mais alors ça lui aurait fait des géants qui lui auraient coûté quasi rien du tout. Et ça m'intéresse pas. Ouais, est-ce que tu as une protectrice Soul Fury pour protéger tout ça mon ami ou pas? Ouais, tu as de quoi protéger tout cela. Alors, on a un double garde-épée de l'Aldor qui serait pas dégueu. Bon, on va en jouer un seul. Alors, est-ce que j'utilise ma consec? Est-ce que j'utilise mon arme? Je pense qu'ici sur le board, c'est plutôt l'arme qu'il faut utiliser. Et l'arme, j'ai plutôt utilisé pour aller chercher la 4-5 que pour aller chercher la 8-1, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore, parce que je n'ai pas assez malheureusement si je me contente de ça. Je vais peut-être devoir utiliser la consécration. Ah, ça m'ennuie de devoir utiliser la consécration là-dessus, mais je suis obligé. Et si je joue la consec, je peux pas utiliser l'arme. C'est pas top, ces amis, c'est pas top. Donc je vais être obligé malheureusement d'utiliser l'arme pour aller chercher la 1-8. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il pourrait silence la 1-8, donc elle redevient 8-8. Ou alors il pourrait ombre le reflamme la 4-5. Et comme je sais pas tuer les deux simultanément, ça m'embête vraiment beaucoup. Je vais aller chercher la 4-5. Ouais, je dois agir et vite, je sais mon ami. Je vais aller chercher à 4-5 en espérant qu'il n'ait pas de silence pour sa 1-8. Et en espérant également qu'il ait plus d'ombre flamme. Bon, il a quand même perdu ses deux flammes infernales, il a perdu une ombre flamme, donc il peut potentiellement ne plus en avoir qu'une. Ce qui m'arrangerait bien. Et s'il silence la 1-8, il perd le taunt dessus. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si dramatique que ça s'il la silence. Même si je perds quand même pas mal de value de mon ami le garde-paix s'il a silence. Allez, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît. Allez. Faut croire en l'âme des cartes, les amis. Je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont joué ou alors qui ont regardé l'anime qui s'appelait Yu-Gi-Oh! C'est un anime que moi j'adorais. Ouais, où ça pue l'ombre flamme sur la protectrice. Ou alors sur un guetteur ancien qui me mettrait ici en jeu. Donc l'anime Yu-Gi-Oh! C'était vraiment un anime que j'ai adoré, que je trouvais super sympa. Et ils en avaient même fait un jeu de cartes, Harrison Jones. D'accord mon ami? Ça va. Je vais répondre. Et l'ombre flamme sur Harrison Jones. Waouh! T'as vraiment envie de le faire sauter toi mon bordel. Je comprends bien, t'as bien raison, mais bon quand même. Bon, ici je pense que le play c'est de se contenter d'un gardien des rois plus un token. J'ai pas envie de mettre d'autres cartes sur le plateau pour le moment. Il va sans doute, ça c'est un anti-token son géant de lave parce qu'il peut avec c'est un point de dégâts venir les chercher de façon systématique. Sa protectrice par contre va pas lui être très utile. Mais le fait qu'il ait utilisé l'ombre flamme ici fait que il n'a plus du tout d'AOE dans son deck normalement. Je réponds à notre ami Tion B21, bonne année.
Et j'en profite pour vous souhaiter évidemment à chacun de vous encore une fois une très bonne année en espérant qu'elle vous sourira. Et il nous joue à l'extra. Ok. C'est une sortie plutôt agressive ici parce que son Alex m'inflige quand même 15 points de dégâts. Alors, je vais devoir... Ouais, Eraser, elle est très originale son handlock, c'est vrai ça. Alors, je pourrais utiliser mon pyromancien sauvage en plus de la consécration. Mais ça ne va pas m'apporter grand chose, je vais me contenter d'une simple consécration dont j'ai absolument besoin pour venir chercher à 5-6. Merci beaucoup Tion B21, j'espère que tu regarderas la vidéo ici, c'est vraiment sympa pour ce petit commentaire. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont soutenu sur le stream quand j'ai fait mon premier stream, c'était samedi dernier le premier stream, et puis j'ai fait également une nocturne la nuit, je sais plus quelle nuit, donc j'ai fait une petite nocturne également, et tous les commentaires positifs de votre part, franchement ça m'a fait super plaisir, c'est vraiment top, top. Bon, j'ai aucun sort pour comboter, j'ai toujours pas d'égalité sur 13 cartes. Il y a mon amoureuse qui est en train de rigoler de moi. Je me dis chut, mais non, je suis obligé de le dire. Mon amoureuse est en train de se moquer de moi. Alors, ici, je peux venir chercher son Isera assez facilement. Mais il lui reste quand même 11 points de dégâts. Malheureusement, je peux faire que ça. Et c'est moche, mais ma dernière chance de m'en sortir, c'est d'y aller all-in. On y va. Il a 11 points de dégâts quoi qu'il arrive, il manque plus que 2 points de dégâts, donc c'est vraiment mal barré les gars, mais on n'a pas eu de bol avec l'égalité, qui est une carte dont on a absolument besoin ici dans ce match-up-ci. Donc voilà. Je vais répondre quand même parce qu'il ne sait pas que je suis en train d'offrir une vidéo. Et je réponds à Eraser également. Voilà. Et les 2 points de dégâts avec sa bombe de matière noire, ok, ça a bien joué. On peut lui laisser entrer ici notre ami qu'il avait un handlock qui était assez original au niveau des cartes qu'il utilisait. Et nous ici je pense que la principale faiblesse du deck c'est quand même le manque de... Ouais, je suis occupé sur une vidéo, mais tu te verras du coup TNB21 dans la vidéo. Tu comprendras pourquoi j'étais occupé. Voilà. Alors, donc on va retourner dans la collection, on va regarder un petit peu ce qu'on avait. Moi je pense que ce qui manque vraiment ici au deck pour qu'il soit viable ou plus viable que ce qu'il n'est pour le moment, c'est de la pioche. Donc on va regarder dans les moteurs de pioche qu'on a ce qu'on peut potentiellement trouver. Alors, coucou YouTube nous dit Tion, salut à toi. Alors, bon, moi dans les cartes de pioche, j'aime vraiment bien la Béné de sagesse. J'essaierai de vous faire un deck autour de la Béné de sagesse pour voir en quoi est-ce qu'elle peut être utilisée cette carte. Et c'est une carte de pioche qui est vraiment pas dégueu. La faveur divine intéressante, mais uniquement dans des match-up où on a un contrôle en face de nous. Marteau de Kourou, c'est une carte qui est pas mauvaise en arène, mais elle est pas top je trouve pour du ladder. Et l'imposition des mains, je la trouve un petit peu lente aussi, même si c'est une carte intéressante. Mais on pourrait substituer l'Isera pour une impo des mains. Sinon, dans les cartes de pioche normales, on a l'amasseur de butin que je trouve vraiment cool parce que c'est un tour 2. On n'a pas énormément de tour 2, mais c'est un tour 2 qui permet de piocher une carte qui a des stats honnêtes, qui vient chercher les tours 2 avec 2 points de vie. Donc, vraiment pas dégueu. Qu'est-ce qu'on préfère sauter? On préfère sauter une écuyère, à mon avis. Au moins une écuyère, voire 2. Au profit de la pioche. Et sinon, on pourrait peut-être potentiellement faire sauter un tour 4. MX3 qui me dit salut, yo man. Alors ici la vidéo aurait été interrompue par pas mal de bonjours, de petites converses, etc. Mais je trouve ça d'autant plus sympa d'avoir une vidéo interactive comme ça où je papote un petit peu avec vous que d'être moi tout seul dans mon coin en train de faire mes parties de mon côté. Je trouve que ça aurait aucun sens. Alors pour piocher encore davantage... non, MX3 je suis pas encore passé les gens de cette saison ni la précédente parce que j'ai pas eu le temps, j'ai fini en 4 les saisons précédentes mais j'ai quasi pas joué. Sinon pour terminer je pense que c'est au niveau des tours 3 ou avant qu'il faut se situer. La colite de la souffrance est pas mal mais c'est pas une bonne réponse face à des decks aggro. L'Aventognome quant à lui est une très bonne réponse face à des decks aggro parce qu'il vient chercher pas mal de tours 2 et il a un bon tempo. Et le mage de Santalnos c'est pas mal également face à des match-up aggro parce qu'il a 1 point de dégâts des sorts et c'est quand même une 1-1 également et lui c'est un tour 2 par rapport à la colite de la souffrance.
Donc si vous deviez rajouter encore une carte de pioche en plus, moi j'irais plutôt vers l'Inventor Gnome et on se situerait sur un deck qui ressemble à peu près à ceci. Je ferais également sauter à mon avis un Gardien des Rois au profit d'une carte un petit peu plus consistante, comme je vais enlever la pioche. Une carte un petit peu plus consistante du type Sylvanas ou alors du type Cairn. Et si vous n'avez pas encore ce genre de légendaire, le Golem Céleste piloté est une très bonne carte épique de tour 6 qui devrait également bien faire l'affaire. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre donc moi plutôt Sylvanas ici dans ce deck-ci. J'aime vraiment bien Sylvanas, c'est une super carte. Elle était encore meilleure avant quand c'était un tour 5, mais là elle était complètement abusée. Mais ça reste toujours une très bonne carte. Voilà. Donc ici ça a clôturé la vidéo, cette deuxième vidéo consacrée à Hearthstone et consacrée au deck de Tom 85300. Donc merci beaucoup à toi Tom, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire comment est-ce que je peux améliorer le contenu. N'hésitez pas à envoyer des decks également sur l'adresse que j'ai créée gourumpakuku@gmail.com pour que je puisse tester tout ce que vous m'avez concocté ici en live, essayer de faire des petits ajouts, des petites modifications, etc. Et si vous-même vous trouvez qu'il y a encore moyen d'améliorer les decks en plus de ce que moi j'ai fait, parce qu'il y a sans doute moyen d'encore le faire, vous n'hésitez pas à vous lâcher des coms pour dire comment on peut faire ça. Ça va? Je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes qui ont déjà commencé à me suivre. On a déjà quelques abonnés sur la chaîne, c'est vraiment top. Merci à vous. Et merci à toutes les personnes qui vont aider à contribuer à ce que l'aventure se déroule au mieux. Voilà. Encore une excellente année à tous. Je vous embrasse tous. De gros bisous. Voilà. Gros pas coucou les amis.